Est-ce qu'on utilise automatiquement le tutoiement? Je remarque qu'on n'a pas utilisé ici. Ah, j'utilise jamais le tutoiement. Si un jour vous venez à mon cours que je fais sur l'enfance, à partir de 7 ans, je vous vois directement. Donc le tutoiement avec les adultes, jamais. Même lorsque je traite des personnes qui sont proches de moi, je suis gêné d'employer le tutoiement pendant la séance. Alors, on a la chance, comme dans beaucoup quoique même les Anglais, you et you, il y a le you du tu et le you du vous qui est différent. Si vous lisez Shakespeare, vous verrez que l'orthographe est différente. Et la prononciation chez les Anglais, c'est ceux qui connaissent bien l'anglais, quand on dit le you, tu amical et le you respectueux, il y a une différence au niveau de l'intonation. Pour ceux qui sont anglophones, il y a cette différence qui existe. Mais pour moi, le vouvoiement, c'est quelque chose d'important. D'important parce qu'on est dans une zone, justement, c'est la zone du respect, le vouvoiement. Regardez notre président, comme il a été blessé par le gamin qu'il a tutoyé, qui en plus l'a appelé par le petit mot qu'emploie sa femme Brigitte quand elle l'appelle pas Emmanuel, elle l'appelle Manu, donc il l'appelait Manu comme sa femme. Et bien ce côté familier a fortement gêné notre président. Ça se comprend, Et les patients c'est la même chose. Si on les tutoie trop vite, trop vite, donc si on les tutoie, parce que moi je les tutoie jamais. Il y a des patients, la dame par exemple que je suis depuis 27 ans, je vous avais parlé, je vous ai dit ça, non je ne l'ai pas dit, une dame que je suis depuis 27 ans, un échec depuis 27 ans. Ça fait 27 ans que cette dame vient me voir, je la vois tous les 3 mois, et bien ça fait 27 ans que je la vois, bien sûr en 27 ans ça crée des liens, voilà, je connais tout de sa vie, disons, et bien je continue à la vous voyez. J'ai gardé cet espace-là. Et ce n'est pas lié aux notions de transfert. Freud disait, lui, que pour le transfert, le contre-transfert, il fallait jouer un peu sur le tu, sur le vous pour ça, mettre un peu de vous et puis de tu pour faciliter le transfert. Puis quand le transfert était là, paf, on mettait le contre-transfert en remettant du vous. Donc ça, c'était un peu de la manipulation perfecte, je dirais, presque. Moi, c'est ma vision. Et je vois, j'ai travaillé pendant près de 40 ans dans mon cabinet, mon cabinet privé, dans une banlieue très populaire, où j'avais beaucoup de jeunes, français et issus de l'immigration aussi, qui venaient me voir. Ils avaient 16 ans, 17, 18 ans. Ils rentraient dans le cabinet. Docteur, tu peux regarder ma gorge, j'ai mal à la... Je leur disais oui, je vais regarder votre gorge. Surpris. Et qu'est-ce qu'ils me disaient tous à la fin de la consultation? Vous savez, docteur, ils étaient tous émus quand ils me disaient ça. C'est la première fois qu'un adulte me vouvoie. Parce que le boucher les vouvoie, le policier les vouvoie, l'instituteur les vouvoie, le professeur les tutoie, disons, tout le monde les tutoyait. Et d'un seul coup, ils trouvaient une personne d'autorité, un médecin, même si notre autorité elle a disparu un petit peu, elle s'est délitée au fil des ans. Première fois qu'ils trouvaient une personne qui les traitait finalement un adulte. Et ils appréciaient fortement cela. Et donc c'est cette clientèle qui a commencé à m'indiquer. Et puis j'ai eu d'autres cas, je pourrais vous en citer beaucoup. Un jeune, son prénom c'est Romain, 16 ans, amené par son père à ma consultation, parce que ce jeune venait de conquérir le titre de champion de France de karting, et on lui avait permis, comme il était vraiment brillant, de conduire des voitures de course, alors qu'il n'avait que 16 ans, il faut attendre 18 ans pour avoir le permis de conduire une voiture de course sur un circuit, quand même, pas sur la route. Et le père me l'amène parce qu'il avait entendu dire que je faisais de la préparation mentale pour des sportifs de haut niveau. Et il me l'amène dans mon petit cabinet perdu, là, et il me présente son fils. Vous savez, c'est un futur champion, et c'est vrai, c'est devenu un grand champion automobile. Et il me dit, voilà, docteur, il est très timide, tout ça, et on compte sur vous pour le booster. Alors j'écoute le père me parler. Le père, moi je suis assis là, le père est assis à côté de moi, et Romain est en face à ta place.
Et après l'avoir écouté, je me tourne vers Romain, je lui dis, vous avez écouté ce qu'a dit votre papa, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose devant votre papa avant que je le mette dans la salle d'attente? Et à ce moment-là, je reçois un coup sur mon épaule, tac, c'est le père qui me dit, docteur, tutoyez-le, hein, tout le monde, vous pouvez le tutoyer. Et alors je continue à m'adresser à Romain. Avez-vous, Romain, quelque chose à rajouter? Là, je sens que mon nouveau copain, il se recule un peu, il n'ose plus me retaper sur l'épaule. Et Romain dit non. Alors on met mon futur ex-copain dans la salle d'attente et je fais la séance avec le gamin. Et la séance se passe classiquement comme toute séance classique. Et à la fin de la séance est terminée, Romain se met à pleurer. Je me dis, merde, il va falloir continuer, reprendre la séance, je vais perdre un quart d'heure et un copain. Voilà, c'est ça, ouais, voilà. Et je lui dis, vous pleurez, vous avez l'émotion. Il me dit, vous savez, docteur, ce sont des pleurs de joie. Mais je lui dis, pourquoi? Il dit, vous savez, docteur, mes parents me tutoient, mes mécaniciens me tutoient, mon entraîneur me tutoie, mon coach me tutoie, tout le monde me tutoie, et c'est la première fois qu'un adulte me vous voit. Et c'est ça qui lui a créé l'émotion. Et ce gamin, auquel on a donné le permis de tuer, parce que le permis de conduire, c'est le permis de tuer. Vous pouvez tuer n'importe qui en voiture, vous n'irez jamais en prison, même si vous êtes en faute. On le traite quand même en enfant en le tutoyant. Voilà pourquoi je défends ardemment le tutoiement. Alors je ne vais pas jusqu'à Françoise Dolto, vous ne connaissez plus cette dame, mais qui disait qu'il fallait, vous voyez le bébé, même dans l'utérus de sa maman, elle disait que le bébé est une personne. Enfin, c'était ma génération d'il y a 50 ans, disons. Hein. Je ne vais pas jusque-là, mais les enfants, à partir de 7 ans, ce qu'on appelait l'âge de raison, quand j'étais petit, je les vois. Voilà, pour répondre à ta question. Pas d'autres questions? Ok. Alors, rappelez-vous, je vous rappelle rapidement. Qu'est-ce que je leur rappelle rapidement? Tu sais ce que je leur rappelle rapidement? L'exercice, les 10 points. Je rappelle les 10 points, et sur ces 10 points, on va regarder rapidement aussi, parce que ce n'est qu'une révision. Hein. Ce n'est qu'une révision, mais avant de faire l'exercice, ça vous permet de réviser. On va réviser quelques points. On va réviser un petit peu un détail important de la séquence d'acceptation, la phrase activatrice, un peu la proprioception. Ça non, parce qu'on l'a fait hier, on va le refaire aujourd'hui. On va revoir les phrases connectantes, on va revoir les verbes mobilisateurs, les modes de fonctionnement par défaut, la nouvelle terminaison, et voilà. On va regarder ces éléments-là rapidement, parce que ce n'est qu'une révision. Hein, alors, la phrase activatrice, vous la connaissez, hein, c'est la phrase qui a totalement révolutionné, pour nous les vieux, ça a totalement révolutionné le début de la séance. Avant, on disait aux patients, vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermés, ou alors on leur disait, fermez-les, mais sans donner trop d'explications. On essayait de suivre Erickson. Erickson qui, dans les trois vraies bandes de l'Erickson, elles ne sont pas nombreuses, les bandes, il disait aux patients, vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermés, ceci n'est pas important. Et puis il rajoutait aussitôt, au bout de quelques secondes, il rajoutait, lorsque je dirai le mot maintenant, vos paupières se fermeront. Comme on dit maintenant en anglais, bravo, très très bien, ça n'a pas été vieilli. Et alors on le voyait, il parlait, patati patata, la personne était en face de lui, et d'un seul coup il disait, and now, et boum, le rideau se fermait sur les 3 patients, un homme et 2 filles, qu'on a sur 3 bandes. Vous avez peut-être vu les bandes, elles sont maintenant sur Internet, vous pouvez les voir facilement. Et nous, c'était les années 80, on avait fait venir ces bandes des États-Unis presque en contrebande, les bandes vidéo, on applaudissait et on était vraiment émerveillés par la force d'Erickson. Ce qui fait que c'était le dimanche au boulevard Saint-Germain. Le lundi, je me retrouve dans mon cabinet de banlieue. La première patiente qui vient, madame, vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermés, ceci n'est pas important. Mais quand je dirai le mot maintenant, vos paupières vont se fermer. Patati, patata, patata. Et maintenant, madame, et les yeux restaient ouverts comme de ronds de poils. Donc, vraiment, alors, ça ne marchait pas.
On était 5 ou 6 à l'époque. Le soir, on s'est téléphoné, non pas avec les portables, ça n'existait pas, mais les téléphones. Et on s'est dit, tu as essayé? Oui, j'ai essayé, parce que ça donnait que dalle. Voilà. Alors on a téléphoné à notre formateur, qui s'appelait Jean Bonnet, un homme merveilleux, et on a fait une discussion là-dessus. Et on a réfléchi. On s'est dit, Ericsson, sous couvert de permissivité, vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermés. En fait, après, il était de la rigidité, de la contrainte. Quand je dirais un certain mot, les paupières vont se fermer. Pourquoi il faisait cela à Ericsson? Parce que il entraînait des grandes révolutions dans le domaine de l'hypnose. Mais, je dis bien mais, alors j'ai employé mais là je l'emploie. Il avait été formé à l'hypnose traditionnelle, c'est-à-dire l'hypnose de regardez-moi dans les yeux, regardez-moi dans les yeux mieux et dormez, je le veux. Et donc, lorsqu'on a été formé à un certain geste, on en garde toujours quelques petites séquelles. Si vous avez un gamin que vous formez vous-même au tennis et vous vous rendez compte qu'il est bon, à l'âge de 7 ans ou 8 ans, vous le mettez entre les mains d'un entraîneur, il ne deviendra jamais champion. Parce que vous lui avez donné le mauvais geste pour le revers ou pour autre, il va toujours garder ça un petit peu dans son connectum et il sera limité. Tous les entraîneurs le disent. Alors on a, à l'époque, quand on avait décidé, on ne connaissait pas la physiologie du cerveau et de la vision, que l'on connaît maintenant, on disait aux patients, fermez les yeux, parce qu'en fermant les yeux, on entre en transe de façon plus profonde. On croyait à la transe profonde. Et ça fonctionnait, hein, ça marchait, tu te rappelles, c'était à la fin du siècle dernier, on le faisait encore à la fin du siècle dernier, parce que tu nous as rejoints à ce moment-là. Et voilà. Et puis, un jour, on a découvert ce qui se passe lorsqu'on ferme les yeux. Hein, lorsque j'ai les yeux ouverts, je reçois des impulsions photoniques qui vont sur ma rétine. De ma rétine, elles vont directement dans le connectum, c'est-à-dire dans tout cet ensemble de substances blanches que je vous ai un petit peu présenté hier. Et là, ces images, elles vont être traitées par 40 petites lampes dont je vous ai parlé hier. Vous vous rappelez, le connectum fonctionnel, ces lampes plus ou moins présentes. Je vous ai montré le film, on a un film. Si on a le temps, je vous montrerai le film du cerveau avec les lampes qui s'allument. 40 lampes qui sont spécialisées dans le traitement des informations, qui les envoient ensuite en région occipitale, et puis de la région occipitale après, hop, il y a la compréhension. Tout ça, ça prend 300 millisecondes. C'est un tiers de seconde. C'est énorme, du point de vue du temps du fonctionnement du cerveau. Hein. Eh bien, quand j'ai les yeux ouverts, ces lampes travaillent, pour me dire que chacun d'entre vous est en face de moi. Et si je ferme les yeux, ces lampes ne reçoivent plus d'informations photoniques, elles ne font plus le traitement d'image, puisqu'elles n'en reçoivent plus, et elles ne se reposent pas. Elles ne sont pas adhérentes à la CGT, et donc elles travaillent tout le temps, 24 heures sur 24. Et que font-elles quand je ferme les yeux? Eh bien, ces 40 petites usines se mettent au service du but ou de l'action que je suis en train de réaliser ici et maintenant. Et le patient, quand il ferme les yeux, son but et l'action qu'il réalise, c'est d'aller vers le confort. C'est-à-dire, en fermant les yeux, on met à sa disposition 40 usines qui lui permettent d'aller vers le confort. Et c'est ce que j'explique aux patients qui ont du mal à fermer les yeux, qui ne veulent pas fermer les yeux. En leur donnant cette explication qui est scientifique et qui est réelle, eh bien tous, ils ferment les yeux. Et vous le savez, quand vous cherchez la solution à un problème, vous ne cherchez pas la solution comme ça. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui cherchait sa valise, son sac qu'il avait perdu ici. Il était inquiet comme tout parce qu'il ne savait pas où il avait mis sa sacoche. Où est ma cassette, comme Arpagon, ma sacoche. Et bien, il n'était pas là, où est ma sacoche? Il était là, notre ami Rémi, mais où j'ai mis ma sacoche. C'est-à-dire, il y avait un papillotement des paupières qui se fait aussitôt chez la personne qui s'inquiète de quelque chose, qui est en recherche. C'est le papillotement, c'est la fermeture pour permettre justement aux usines de trouver plus facilement la sacoche. Et heureusement que tu étais là pour lui trouver la sacoche. Voilà pour cette consigne qu'on a modifiée. Et donc c'est une suite de suggestions, vous la connaissez. Prenez la position qui vous convient et fermez les yeux. Si vous ne comprenez pas quelque chose dans le scénario que je vais vous proposer, vous pouvez, si vous le souhaitez, interrompre l'exercice. Il vous suffit de faire une grande inspiration, ouvrir les yeux, dialoguer si vous le désirez et reprendre l'exercice.
portez votre attention sur l'inconfort pendant quelques secondes, ça c'est nouveau. Le patient, puisqu'il est patient, il est inconfortable et on ne peut commencer la séance qu'en faisant un lien avec l'inconfort. Le patient, il vient nous voir, nous sommes dans notre bateau, notre yacht, tac, au port, et on attend le patient. Et le port dans lequel est attaché notre bateau, il a un nom, c'est le port de... C'est le port de l'inconfort. Et oui. Et donc les patients inconfortables, on les prend dans le port de l'inconfort, ils montent dans notre bateau, on va faire une traversée, c'est la séance. Pendant la traversée, peut-être qu'on aura un temps calme, il ne se passera rien. Peut-être qu'il y aura des belles tempêtes, ce sont des émotions, ce sont tout ce que l'on vit pendant la séance. Et on va arriver à notre port qui est le port. Bravo, vous avez tout compris à la métaphore. Hein? Et donc, quand on le prend, le patient, on lui fait voir qu'on le prend vraiment dans le port de l'inconfort. Pensez pendant quelques secondes à l'inconfort. Et après, on fait la traversée et à la fin, on ne parle que du confort. Voilà, ça c'était la première. Le deuxième point important, c'est la séquence d'acceptation. Vous la connaissez, hein, c'est les oui, 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 hein, c'est blanc, 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 que boit la vache du lait, hein, vous connaissez tout ça. Vous êtes assis, vous me regardez, vous allez faire un apprentissage. Le monsieur, il a fait, vous avez vu comment je lui fais la séquence d'acceptation, hein, il répond oui de façon presque explicite. Et ça c'est important, n'oubliez pas, ou pensez plutôt à la conjonction de coordination. Sans la conjonction de coordination qui relie les 2 ou 3 oui à la phrase suggestive qui parle du changement, qui fait passer un message important, eh bien, la séquence d'acceptation n'est pas active. Donc, pensez à la conjonction de coordination, qui doit être une conjonction de coordination liante, c'est-à-dire c'est et, donc, ou puis. Hein, c'est tout. Donc ça, vous le savez, on ne fait que le réviser. Ensuite, on accompagne le patient, et dans l'accompagnement, tout de suite, on s'intéresse à un seul sens, le 6e sens, qui est devenu maintenant le premier sens, c'est-à-dire la proprioception. Hein. La proprioception, tout le monde dit c'est le schéma peut-être. Hein. Voilà, la proprioception, parce qu'on sait maintenant que, en disant au patient, prenez conscience de la position de votre corps dans l'action que vous êtes en train de faire, c'est ce que je lui demandais alors qu'il écrivait un poème, mais ça ne semble pas très actif, eh bien, je lui demandais de prendre conscience de la position de son corps. Le seul fait de demander à une personne d'activer sa proprioception, disons, va ouvrir les 6 sens, sans parler maintenant finalement des sonorités, du parfum, des choses comme ça. Ça c'était il y a 10 ans, on utilise encore les 5 sens, on l'utilise presque plus. La proprioception, elle est en lien pour 70% avec des récepteurs qu'on a dans toutes les articulations. Pas simplement l'articulation de la cheville, hein, les danseuses birmanes qui font des jolis gestes avec leurs doigts, elles ont les proprioceptifs dans les articulations des doigts, qui leur permet de savoir comment leurs doigts sont situés dans l'espace, puisque si le doigt est comme ça ou comme ça, c'est un message différent, etc. C'est-à-dire la proprioception, c'est des récepteurs qui sont dans toutes les articulations, pour 70%. Pour 30%, c'est l'oreille, et les 2 oreilles, l'oreille interne avec le vestibule pour l'équilibre, et l'oreille externe aussi, parce que si on est dans une cathédrale, par exemple, je suis dans le sens du transept, si j'ai les yeux fermés, si je parle ou si je chante, je vais recevoir des informations des côtés qui vont me faire comprendre que je suis dans le grand axe. Et si je me mets comme ça, avec le grand axe comme ça, si je chante, les informations auditives, les réceptions auditives seront différentes. Hein, c'est ce qui se passe pour les chauves-souris aussi. Et donc il y a aussi l'oreille externe qui intervient dans la proprioception. Et puis 10%, c'est la vision. C'est la vision avec 2 éléments particuliers de la vision, la notion d'horizontale, d'horizon, et la notion de symétrie. Cette notion d'horizontale, de symétrie, on va la retrouver dans les caractéristiques de la métaphore. Il faut que nos métaphores aient une horizontalité et une symétrie. La symétrie, ça veut dire quoi? On est dans un espace ici où il y a beaucoup de symétrie.
Et grâce à ça, on se sent bien. Et il y a de l'horizontalité aussi, l'horizontalité de ces lignes, là, etc., verticalité du rideau, des choses comme ça. Il y a pour comprendre, il y a un exemple très simple. Vous connaissez Steve Jobs, un type qui a inventé, je ne me rappelle plus quoi, des trucs qu'on a tous sur nos tables. C'était un des génies du XXe siècle. Et un jour, il est interviewé à la télévision, en direct, et cet homme qui parle très facilement, il était face aux journalistes. Je dis que voilà, le journaliste était là, c'était mon sac, il était assis là, et il n'arrivait pas à répondre aux journalistes. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 30 secondes. On voit Steve qui se lève, il va derrière le journaliste, et derrière le journaliste, il y avait un tableau qui était de Guingois. Il le remet d'aplomb, voilà. Il revient s'asseoir, et il dit, ce tableau d'ailleurs, je fais le contraire de la démonstration, hein. Et puis je ne vais pas réussir à le remettre parce que je crois qu'il est... Donc voilà. Il s'assied, il dit au journaliste, voilà, le tableau n'était pas horizontal, il dit, et quand je suis face à une dissymétrie, eh bien, ça me bloque. Le cerveau, un des cerveaux les plus brillants du XXe siècle, face à une dissymétrie qui est bloquée. Alors, le psychiatre a envie de dire, c'est de la psychopathologie? Pas du tout. On est tous dans un inconfort, mais on ne le sait pas, lorsqu'il y a de la dissymétrie. Et pour ça, vous pouvez le vérifier sans aller à la télévision. Vous allez à Paris, et vous allez visiter le parc pour enfants, non pas le parc Disneyland, mais le parc... Il est joli le parc Monceau. Le parc Astérix. Qui est allé au parc Astérix? Il y en a qui y sont allés. Dans le parc Astérix, vous avez la maison qui est construite par l'architecte fou d'Astérix. L'architecte s'appelle numéro 10, vous connaissez, vous avez cultivé. Et cette maison, quand on y rentre, on est sur un plancher qui paraît pas du tout horizontal, alors qu'il est horizontal, c'est des faux semblants, des murs qui semblent nous tomber dessus, il n'y a aucune symétrie, il n'y a que de la dissymétrie. On n'y reste pas plus de 3 minutes, parce qu'on a le mal de mer comme en bateau quand il y a de la houle. Hein, on est inconfortable à cause de ça. Et c'est une belle explication, justement, de l'importance de la symétrie et de l'horizontalité. Ça, c'était pour la propriété. Ça, c'est l'exercice qu'on fera cet après-midi. C'est Rémi qui va faire la chaîne. Voilà, la proprioception, tout ça, vous le savez. Alors, on va terminer, presque terminer avec les phrases connectantes. Alors, je ne fais que les réviser pour vous parce que vous les connaissez. Les phrases connectantes, c'est l'actualité des neurosciences. On en parlait avec Rémi ce matin. Pour nous, c'était les phrases dissociatives il y a 20 ans, 30 ans. C'est devenu les phrases expansives à l'aube du XXIe siècle. Et maintenant, c'est devenu les phrases connectantes. On a découvert que dans le cerveau, les mots, je vous l'ai dit hier, je vous montrerai peut-être la photo peut-être sur le dictionnaire des mots dans le cerveau, puisqu'on a réussi à cartographier le cerveau avec le dictionnaire des mots. Il y a des mots qui sont situés à la périphérie, il y a des mots qui sont situés plutôt vers le centre. Il y a des mots qui sont situés plutôt dans le cortex, d'autres plutôt dans la substance blanche. La particularité de ces mots, c'est que le cortex, il a une fonction de réception d'informations qui viennent de l'extérieur et aussi qui viennent de l'intérieur, extéroception et introception ou interoception, et ces verbes-là, ou ces mots-là, ils sont plutôt là. Et puis, il y a des mots et des verbes qui sont plutôt de l'ordre du raisonnement, de la cognition, de l'émotion, de la compréhension. Ils sont plutôt situés dans la substance blanche. Et alors, les mots qui correspondent à la réception d'informations, on va prendre quelques exemples, des exemples de verbes: écouter, regarder, trouver, ressentir, apprendre, réfléchir, étonner, explorer. Voilà quelques mots. Tout ça, ce sont des verbes qui sont des verbes de réception d'informations. Les phrases connectantes, elles sont la composition de 4 éléments. Premier élément, un verbe de réception. Deuxième élément, une conjonction de coordination liante. Et puis, donc, ou pendant. Voilà, vous en avez 4 que vous pouvez placer après le premier verbe. Et la troisième partie, c'est un verbe de compréhension, d'entendement. Vous vous rappelez de ça, hein?
Alors par exemple, je me promène avec mon grand-père toujours sur ce champ de blé, l'exemple que j'ai pris pour la métaphore hier, et j'écoute la voix de mon grand-père et il va falloir mettre un verbe qui corresponde à écouter. Et j'entends dans cette voix des messages qui, on verra après la quatrième partie de la phrase qui va apparaître là. Je regarde le champ de blé et je vois dans ses épis une métaphore qui, on va voir ce que ça va donner. Je trouve sur le chemin un morceau de bois, trouver, et qu'est-ce que je fais de ce morceau de bois? Alors je le prends, mais et de façon active, je vais l'utiliser, quelqu'un l'a dit, avant même que j'appuie, bravo, hein, c'est ça. Hein. Je ressens les rayons de soleil sur ma peau, et j'éprouve une sensation agréable de chaleur. Voilà, hein, voilà, mais c'est très bien, mais il y en a qui sont brillants ici, ils ont été formés, je ne sais pas par qui vous avez été formés, mais vous êtes brillants, je le féliciterai si je le redécouvre, c'est là. J'apprends, dans cette balade avec mon grand-père, je comprends. Et je comprends l'intérêt de planter des graines dans le sol, des choses comme ça. Hein. Je réfléchis à ces paroles de mon grand-père, et, alors ça c'est puissant, celui-là il est puissant. Alors, je réfléchis, et... Alors, réfléchissez, vous allez réfléchir, je vous donne un travail. Vous voyez, cette pièce, elle n'est pas décorée du tout. Vous êtes spécialiste de la décoration. Je vous demande de décorer cette pièce. Alors, vous réfléchissez, qu'est-ce que vous faites après? Réaliser. Qu'est-ce que vous faites dans votre tête? Imaginer. Qu'est-ce qu'elle dit, imaginer? Dominique, tu es le plus brillant du groupe. Je n'osais pas le dire depuis hier, mais je te le dis aujourd'hui, tu es le plus brillant. Et oui, on passe de la réflexion, qui est subjective, à l'imagination, qui est image objective. Toujours passer du subjectif, sur lequel on ne peut rien faire, au concret objet. Réfléchir, imaginer. Étonné, je reçois les notes des enfants. Je suis étonné par ces notes et agréablement surpris. Qu'est-ce qu'elle dit surprendre? Tu es encore plus merveilleuse que Dominique. Je n'osais pas te le dire non plus. Je sais. Avant Dominique, c'est toi qui es plus merveilleuse. Voilà. Étonné et surprendre. J'explore. Bravo! Alors la plus brillante, elle est là. Je savais qu'elle était là près de moi, car c'est ma plus brillante depuis des années. Hein, explorer, découvrir. Goûter. Je goûte. Et si je prends plaisir à goûter, je déguste. Goûter et déguster. Vous voyez, hein, la différence entre goûter et déguster. Et on peut en créer à la tonne comme ça. Hein. Voilà. Tout ça, vous le savez. Alors, et après, quatrième partie, j'écoute la voix de mon grand-père qui me permet d'entendre des messages qui me permettent d'atteindre mon but, qui me permettent d'atteindre mon objectif, qui me permettent de favoriser le changement, qui me permettent d'obtenir le confort. Voilà, ce sont les 4 éléments que vous pouvez relier en quatrième partie, dans cette phrase qui est en 4 parties. Donc ça, c'est quelque chose de très très important. Ces phrases connectantes, Erickson en employait parfois de façon intuitive. Les premiers qui vraiment ont étudié ça de façon clinique, c'est un couple américain qui s'appelle les Langton. Et maintenant, les neurosciences nous montrent que ces personnes intuitives, et bien finalement, ils avaient découvert quelque chose d'important, disons. Hein. Ils avaient vu que cliniquement ça donnait des résultats. Et maintenant, on a la preuve que ça connecte. Et nous, les patients, ce sont des handicapés de la connexion. S'ils sont arrivés à la bifurcation et ils n'arrivent pas à avancer, c'est que justement,
il n'arrive pas à trouver la bonne connexion. Parce que quand on dit choisir la bifurcation, c'est choisir une connexion. Et là, on est dans une recherche de connexion. Et ces phrases connectantes, hop, permettent d'aller vers un chemin. Qu'il soit bon ou mauvais, ça n'a aucune importance dans la vie, puisque au bout du chemin, très rapidement, on va trouver, hop, une deuxième bifurcation, qui nous permet de nous rattraper. On ne revient jamais en arrière, en tout cas, mais de bifurcation en bifurcation, on peut progresser, un peu comme la spirale. Donc ça casse les blocages. Pardon? Ça casse les blocages. Alors, oui, casser si tu veux, oui, casser c'est une image, pourquoi pas. Disons, ça permet de les contourner, plutôt, tu vois, que de les casser. Parce que les casser, c'était l'hypnose traditionnelle, dormez je le veux et ça ira mieux demain. Vous ne fumerez plus, etc. Vous voyez, là, ça a essayé de casser. C'est plutôt un contournement qui se fait. Parce qu'on ne casse rien dans le cerveau, on cherche une nouvelle voie. On appelle ça la vicariance, pour ceux qui ont entendu parler de ce mot, hein, qui est un équivalent de bifurcation. On cherche un nouveau chemin. Pardon? La vicariance, c'est trouver un chemin de remplacement. Le vicaire, c'est celui qui remplace le curé quand il ne peut pas aller porter l'extrême-onction ou des choses comme ça. Donc vicariance, c'est ça, hein, c'est un remplacement. Ben oui. Voilà, un exemple, ben voilà, vous regardez ce paysage, comment cette partie compétente voit dans ce décor des éléments qui vont être utilisés pour vous permettre d'avancer vers votre but. Avec chaque fois qu'il y a... Alors ça c'est une vieille phrase, hein, on a tendance à la remplacer maintenant. Vous regardez ce paysage et vous voyez dans ce décor, des éléments. Alors il y a point de suspension, point de suspension, point de suspension. Le point de suspension, c'est la pause. La pause, c'est quelque chose, on a vu le silence qui favorise le mode de fonctionnement par défaut, on va y revenir. La pause, c'est quelque chose qui est le temps de 2 respirations du patient, pas plus. Le silence, c'est une trentaine de secondes. Que se passait-il pendant la pause? Je me rappelle plus ce président de la République française, de colomber les 2 églises, un petit. Et le seul fait que j'ai dit ça, aussitôt, l'interlocuteur en face, qui essaie de m'aider et de trouver la réponse tout de suite. C'est-à-dire, on ne supporte pas le silence. Et quand on fait une pause comme ça, et que l'on dit au patient, vous regardez ce paysage, quel paysage? Qu'est-ce qu'il y a dans le paysage? Quand on disait partie compétente, quelle est la partie compétente? Voit dans ce décor, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il voit? Il cherche à voir des éléments qui vont être utilisés. Pause. Utiliser pourquoi? Utiliser pourquoi? Pour vous permettre, me permettre quoi? Me permettre quoi? D'avancer, mais d'avancer dans quelle direction? Vers votre but. Et là, vous voyez l'excitation mentale et l'orientation que vous avez fait aux différentes bifurcations pour arriver au but, pour contourner, comme tu l'as dit, pour contourner finalement et arriver au but. Et la pause vous permet de faire ça. Hein. C'est des petits moyens très simples qui sont employés par les grands orateurs, ils les connaissent, c'est-à-dire les grands manipulateurs. Quand c'est fait de façon éthique, c'est nous les soignants. Quand c'est fait de façon politique, on en subit nous les conséquences au niveau de nos impôts. Voilà, ça c'est autre chose. Ça c'est pour les phrases connectantes et on va terminer presque avec les verbes et mots mobilisateurs, vous les connaissez. Ce sont tous les verbes ou tous les mots qui permettent de partir d'abord, premier groupe, d'un point A vers un point B. Les verbes comme avancer, marcher, se déplacer, conduire, etc. Avec tous les mots qui sont attachés à la notion de déplacement, chemin, route, sentier, voie, canal. Et la deuxième catégorie, ce sont les mots qui nous permettent de passer du plan terrestre vers le ciel, monter, escalader, grimper, voilà, s'envoler, décoller, avec tous les mots en dehors des verbes, évoquer un oiseau, un avion, évoquer un ascenseur, évoquer une échelle. Si je vous demande de vous représenter une échelle, vous êtes en bas de l'échelle ou en haut de l'échelle?
Habituellement, on est en bas de l'échelle, on est en train de grandir. On n'est pas. Il est rare qu'on se représente en haut de l'échelle en situation de danger. Hein. Et si je vous dis que vous êtes rentré dans un ascenseur, vous appuyez sur quel étage? Habituellement, on dit premier, deuxième, troisième. Celui qui dit -5, on l'envoie chez Noureddin tout de suite. Hein. C'est une psychose grave et profonde. Et c'est un cas pour voir certains types de psychose. Hein. Voilà. Voilà. Vous avez donc de A à B les verbes de déplacement et des mots connexes. Aller, courir, marcher, avancer, trotter, chemin, route, voiture, trottinette, canal. Et les A à C, verbes d'ascension, construction, mots connexes, voler, décoller, construire, structurer, édifier, mur, échelle, escalier, ascenseur, oiseau. Et d'autres encore que vous pouvez rajouter. Ça, ce sont des verbes mobilisateurs que l'on emploie assez souvent. On peut les employer, on peut saupoudrer tout au long de la séance. Hein. Je ne l'ai pas noté avec le monsieur, mais j'en emploie beaucoup dans la séance, mais surtout vers la fin, lorsqu'on a placé les métaphores. Parce que ça va mobiliser, mobiliser, mobiliser. Et après, on va voir que l'on place le mode de fonctionnement par défaut. Je n'ai peut-être pas préparé la bande, c'est pas grave. Et puis la consigne de fin. La consigne de fin, quand vous le voudrez, ça c'est important, parce que ça montre au patient que ce n'est pas nous qui lui disons c'est fini, terminé, on lui dit quand vous le voudrez. Cette simple petite locution lui permet de voir qu'on est respectueux de sa décision. Ça a l'air de rien, mais ce sont des mots très importants. À votre rythme, c'est encore plus respectueux, ça veut dire qu'on respecte sa personnalité. Si c'est un rapide, ça sera rapide, si c'est un lent, ça sera lent. Et donc c'est un double respect que ces deux locutions qu'on met l'une après l'autre. Vous pourrez effectuer 3 profondes respirations, à la fin de la 3e, ouvrir les yeux, vous étirer pour reprendre, sourire, harmoniser, tonifier le cours de votre journée. Ces mots, ces adjectifs très puissants, sourire, harmonisation, tonus, on les emploie avec une grande facilité chez tous les patients, puisque nous on l'emploie en soins palliatifs avec tous les patients qui sont en grande souffrance et qui terminent tous avec ce sourire, parce que c'est pas parce qu'on est dans la dernière partie de sa vie ou qu'on est un déprimé qu'on n'a pas le droit de sourire. Et donc on fait ça et ça fonctionne très très bien. L'étirement, vous savez pourquoi, c'est pour titine, hein, ça on vous l'a montré sans doute, donc c'est pour fabriquer titine, cette protéine titine, importante hein, puisqu'elle détoxique. Titine, chaque fois que je m'étire, donc je fabrique cette protéine qui détoxique, elle a été découverte il y a une 30aine d'années. Elle n'est vraiment enseignée dans les livres de médecine, aux étudiants en médecine, que depuis 4 ou 5 ans. Je vois ma fille qui a terminé médecine il y a 2 ans, elle ne connaissait pas titine. Elle a découvert quand elle est venue dans les cours qu'on fait